Neuvième jour de guerre et d'escalade entre l'Iran et Israël. Cette accélération autour de la question de la menace nucléaire iranienne. Le président iranien dit ce soir refuser l'arrêt des activités nucléaires, quelles que soient les circonstances. De son côté, Donald Trump montre les muscles et rentre ce samedi soir à Washington. C'est inhabituel. Les États-Unis, en parallèle, déplacent leurs bombardiers B-2 vers le Pacifique. Ces fameux bombardiers qui peuvent transporter ces bombes, les GBU-57, ces bombes capables de percer des cibles en profondeur. On va prendre tout d'abord la direction de l'Iran. On va écouter ce qu'a dit le président iranien. Il s'est déplacé sur un site, le site d'une frappe israélienne, celui de la télévision d'État. On l'écoute. Aujourd'hui, tous les Iraniens sont des guerriers. Certains sont des guerriers de la défense, d'autres des guerriers des médias, d'autres des guerriers scientifiques, d'autres encore des guerriers économiques et d'autres encore des guerriers culturels. Et face à la menace, Israël continue de frapper. Ce soir, on vous retrouve, Stéphane Amar. Vous êtes à Jérusalem. Bonsoir. Israël annonce mener des frappes dans le sud de l'Iran. Oui, absolument, sur le port de Bandar Abbas, un port important du Golfe Persique. Et ces frappes eh bien, seraient dirigées contre des entrepôts d'armes et contre des entrepôts de drones, des drones qui font des dégâts ici en Israël, puisque ce matin, ils ont fait frapper un bâtiment de Beth Shean à la frontière jordanienne, faisant des dégâts, mais pas de victimes civiles. Alors, Israël, effectivement, non seulement continue ses frappes sur tout le pays, sur tout l'Iran, sur les infrastructures nucléaires, mais plus largement sur les infrastructures militaires et sur l'appareil d'État de la République islamique, avec un but désormais avoué, c'est d'obtenir un nouveau gouvernement, de participer en tout cas à ce que le gouvernement iranien actuel soit renversé. C'est un objectif désormais avoué des Israéliens. Et les Israéliens affirment ce soir avoir le soutien des États-Unis, même s'il n'y a pas d'application encore pour le moment directe des Américains du point de vue militaire. Le gouvernement israélien affirme agir en plein accord avec les États-Unis. Stéphane Amar en direct de Jérusalem. On va prendre aussi la direction des États-Unis. On va vous montrer tout d'abord cette image. C'est Donald Trump qui rentre précipitamment de son week-end en Floride. C'est son avion qui se trouve donc sur cette base du New Jersey. Donald Trump qui rentre à Washington pour un conseil de sécurité. On vous retrouve, Karine Newton. On a par ailleurs appris que les États-Unis déplaçaient leurs bombardiers B-2 dans le Pacifique. Oui, plusieurs bombardiers B-2 ont décollé ce matin d'une base du Missouri. Ils sont en ce moment en train de survoler l'océan Pacifique. L'idée, c'est vraiment de les rapprocher du théâtre des opérations au Moyen-Orient. On ne sait pas en revanche combien de ces appareils ont été envoyés, mais ce qu'on sait, c'est que ce sont bien ces fameux B-2 qui peuvent transporter des bombes allant jusqu'à 15 tonnes qui sont nécessaires pour justement transporter assez de bombes, et ces bombes notamment qui peuvent viser et attaquer ces installations souterraines, que ce soit des bunkers ou que ce soit des installations nucléaires. C'était bien au B-2 que Donald Trump pensait il y a quelques jours, lorsqu'il s'est demandé s'il devait venir porter secours à Israël pour pouvoir attaquer les installations de Fordo en Iran. Cela ne signifie pas pour autant que Donald Trump a pris déjà la décision de les déployer. Pour l'instant, Washington l'assure, il s'agit surtout de les déplacer, de les rapprocher pour qu'ils soient à mesure de porter si le président prenait la décision d'intervenir. C'est une décision qui sera prise certainement par Donald Trump et ses proches conseillers du Conseil national de sécurité ce soir dans cette réunion spéciale. Et aussi une réunion est prévue demain. Donc les négociations, pas les négociations, mais plutôt les discussions peuvent se prolonger. Merci beaucoup, Carrie, en direct de New York, aux États-Unis. Pour en parler sur ce plateau, Olivier Ravanello. Bonsoir, Olivier, consultant politique étrangère, BFM TV. À vos côtés, Fahimé Robiol. Bonsoir, vous êtes ancien ingénieur nucléaire en Iran. Merci d'être là. Michel Polacco. Bonsoir, vous êtes journaliste et aviateur spécialiste de la défense. Et j'aimerais tout d'abord vous poser une question très précise sur ces fameux bombardiers, ces B-2 qui sont déplacés dans le Pacifique. On sait que c'est la pièce maîtresse des États-Unis si ils veulent lancer cette fameuse bombe qui peut atteindre en profondeur. Oui, alors pour lancer cette bombe, effectivement, c'est le porteur qui est nécessaire. Ces B-2, on les connaît pas mal, hein, puisqu'on les a vus en action à l'époque de la guerre du Kosovo. À l'époque, ils ont bombardé la Serbie.
en faisant des missions qui partaient de leur base dans le Missouri, de Whiteman Air Force Base dans le Missouri, et certaines missions duraient 35 heures avec 7, 8 ravitaillements en vol. Donc vous voyez, c'est quand même des avions qui ont de fortes capacités. S'ils voulaient, d'ailleurs, ils auraient pu très bien faire des missions sur l'Iran et revenir aux États-Unis en ayant des ravitaillements en vol et sans même passer par Diego Garcia, qui a priori est leur destination. Alors ce sont des avions peu rapides, extrêmement discrets, très puissants, et qui vont s'ajouter à tout le dispositif américain qui est en train de cingler tout autour de l'Iran dans le Golfe et en océan Indien, et notamment les 3 porte-avions avec leurs 200 et quelques avions, avions de guerre électronique, avions de supériorité aérienne, avions de bombardement, avions ravitailleurs, etc., etc. Alors justement, on va voir avec Jérémy Brossard qui va nous rejoindre. Jérémy, d'où partent ces B2 ? Vers où vont-ils et quelles sont leurs qualités? Alors c'est vrai que c'est vraiment l'arme ultime de l'armée américaine. On va le voir avec sa forme immédiatement reconnaissable, un triangle volant avec le cockpit qui est intégré dans l'aile. C'est un bombardier, vous le disiez, furtif, quasiment indétectable et le seul capable, on le disait à l'instant, eh bien, de transporter les fameuses bombes GBU-57 capables de détruire en sous-sol à 60 mètres de profondeur, sous la roche, sous le béton. Et évidemment, on pense à la fameuse usine stratégique de Fordo en Iran. C'est une arme qui a été créée dans les années 80, mais utilisée pour la première fois pour le conflit au Kosovo en 1999. Alors, l'armée américaine dispose de 16 appareils de ce type. On ne sait pas précisément combien ont quitté la base de Whiteman dans le Missouri aux États-Unis, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette heure, effectivement, des appareils, des B2 ont été repérés dans le sol de la Californie. Ils se dirigeraient vers l'île de Guam, dans l'océan Pacifique, là où les États-Unis possèdent une base navale stratégique, et ils pourraient se rendre également à la base de Diego Garcia, une base stratégique, elle aussi, mais qui se trouve dans l'océan Indien. C'est une base, si on le voit à l'écran, qui est située à 5000 km de Téhéran, et évidemment, ça faciliterait grandement les opérations de l'armée américaine. Vous le voyez, 5000 km, ça permettrait à ces B2 de faire des allers-retours et même de rester sur zone sans avoir à être ravitaillés en vol. Et donc, ce serait un avantage tactique, évidemment, très, très important pour l'armée américaine. Merci beaucoup Jérémy Brossard. On va regarder aussi cette image de l'avion présidentiel qui attend sur le tarmac dans le New Jersey. Donald Trump doit arriver. Olivier Ravanello, Donald Trump qui quitte la Floride un samedi soir, c'est loin d'être habituel, c'est même très inhabituel. Un tyran pour le golf, oui, pour Donald Trump, c'est un signal fort. Il a convoqué un Conseil national de sécurité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une accélération de sa décision ? Il y a en tout cas différents éléments qui lui permettent de prendre ou pas cette décision. Il a dit qu'il se donnait un arc de 15 jours. Ça ne veut pas dire qu'il va décider à la fin de ces 15 jours. Il peut très bien décider d'intervenir militairement avant. Mais en tout cas, évidemment, c'est un signe. Il y a 2 éléments qu'il faut avoir en tête ce soir. C'est l'étau qui se resserre, c'est-à-dire la mobilisation qu'il a ordonnée de manière à dépêcher sur place à la fois les B2 dont on vient de parler, mais aussi un porte-avions qui vient en renfort des 2 qui étaient déjà, donc ça va faire 3 porte-avions qui sont sur zone, qui sont clairement envoyés, annoncés, donc ce sont à la fois des messages politiques, diplomatiques qui sont envoyés à l'Iran, on montre les muscles, et en même temps de réunir la capacité de mener des opérations et des frappes. Il y a aussi des missiles qui ont été activés de manière à protéger l'espace aérien et rendre possible une intervention militaire américaine en appui de l'intervention israélienne. Et l'autre élément qui est aussi important à souligner, qui a été rapporté par une source américaine aujourd'hui, c'est que Trump a tout fait durant ces 48 dernières heures pour essayer d'organiser à Istanbul, là où se trouve en ce moment le ministre des Affaires étrangères iranien, une rencontre entre Américains et Iraniens. Et qu'il a pesé de tout son poids. Il a dit, s'il faut que je m'y rende, je suis prêt à m'y rendre. Il a vraiment insisté pour que cette rencontre ait lieu. Et il fallait pour cela que l'on puisse joindre du côté iranien le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, pour qu'il donne son feu vert,
Comme il se cache pour éviter de se faire éliminer, le contact n'a pas pu être pris. Donc ça tient aussi, ces moments de crise, par moments, à des petites choses, à des détails, comme le fait qu'on n'ait pas pu joindre le guide suprême pour permettre une rencontre avec les Américains aujourd'hui. Donc on voit bien que Trump essaye de retarder le plus possible sa décision. Mais il rentre quand même à Washington ce En soir. poussant les deux wagons de front, c'est-à-dire à la fois l'option militaire et l'option diplomatique. Michel Polaco, quand vous voyez tout l'arsenal américain qui se déploie, avec votre expérience, ces avions, ces B-2 qui se dirigent vers des bases dans le Pacifique pour le moment, est-ce que pour vous, tout est en place pour une intervention américaine au moment où Donald Trump le décidera? Alors, le dispositif en soi n'a rien de gigantesque. Les Américains ont utilisé et mis en place, dans d'autres occasions, des dispositifs qui étaient beaucoup plus importants. Bon, il va y avoir, dans les jours qui viennent, à peu près 3 porte-avions et leur groupe aéronaval, c'est-à-dire des bâtiments antimissiles, des bâtiments de défense aérienne, etc., qui vont être au large de l'Iran, que ce soit dans le Golfe, dans l'océan Indien. Il y aura ces B-2, je sais pas, 7, 8, peut-être 10, mais il n'y en aura sans doute pas beaucoup plus, qui sont capables de larguer effectivement chacun au moins 2 bombes GBU-57, qui font chacune 14 tonnes, ça fait quand même 28 tonnes par avion, c'est pas négligeable. Mais très sincèrement, c'est aussi un moyen de montrer ses muscles, qui est tout à fait adapté, je dirais, à la puissance iranienne qui est très faible. Je veux dire, les Iraniens aujourd'hui, ils n'ont pas d'aviation de combat, ils n'ont quasiment pas d'hélicoptères, ils ont une artillerie qui a quand même été mise à bas très rapidement par les Israéliens. Évidemment, ils doivent avoir des réserves, évidemment, ils doivent avoir des moyens de surprise, etc. Évidemment, ils ont encore pas mal de missiles balistiques et on ne sait jamais, ils peuvent décider de lancer sur Israël une bombe sale ou quelque chose comme ça, qui évidemment pourrait changer la donne. Mais globalement, les moyens que mettent les Américains, ça permet soit la discussion dont parlait Olivier Ravanello, c'est-à-dire peut-être une ultime discussion entre des Iraniens et les Américains, qui permettrait aux Américains de ne pas mettre les mains dans cette affaire. Ils le préféreraient. Ils y ont les doigts, mais pas les mains. Ils y ont les doigts parce qu'ils donnent des armes, ils y ont les doigts parce qu'ils donnent des renseignements. Mais disons que s'ils pouvaient éviter de mettre les mains, ils préféraient. Et sinon, agir pour montrer au moins au monde et à Israël que quand il est nécessaire d'agir, ils sont là aussi. Parce que ce sont des alliés qui aiment se montrer fidèles et loyaux, les Américains. Il ne faut jamais oublier ça. Fahimé Robiol, quand vous voyez ces avions qui sont déployés, qui pourraient porter ces fameuses bombes, on se doute bien que le but de ces avions porteurs de ces bombes, ça serait de pouvoir toucher le site de Fordo, hein, c'est un site qui est à 80 mètres sous terre. Vous, quel regard vous portez? Vous êtes une ancienne ingénieure nucléaire en Iran. Quand il y a également en parallèle, et j'aimerais vous poser la question, cette interview du ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, qui affirme aujourd'hui dans la presse l'Iran dispose bien des différentes pièces pour faire une bombe nucléaire. Bien. Pour répondre à la première partie, Oui. moi j'espère qu'il s'agit vraiment, comme vient d'être dit par les 2 personnes présentes sur votre plateau, qu'ils vont montrer ses muscles. Et qu'aujourd'hui, il y a une grande partie du travail qui a été faite par Israël, sachant que Netanyahou, il y a 2 jours, a été dit que nous sommes capables de neutraliser Fordo sans ces avions-là. Et hier soir, il y a David Petrus, qui était anciennement responsable militaire pour Irak. Et puis en Afghanistan, j'ai pu le rencontrer là-bas, qui dit, on l'a testé il y a 10 ans, et à nouveau, il dit qu'on n'a pas besoin pour Fordo d'utiliser cet avion-là. La seule chose qui me préoccupe vraiment, c'est de vouloir de faire un test, c'est-à-dire montrer jusqu'où ça peut aller, etc., qui est quand même néfaste pour ce qui va rester de ces matières fissiles, s'ils sont encore dedans, pour ce qui est les nappes phréatiques pour l'environnement. C'est-à-dire que si, selon vous, une de ces bombes ou plusieurs de ces bombes, parce que pour atteindre ce site qui a plus de 80 mètres sous terre, il faudrait plusieurs de ces bombes, même si elles sont extrêmement puissantes, ça pourrait avoir des conséquences extrêmement graves? Absolument, en termes environnementaux, et puis les nappes phréatiques, pour un pays qui est déjà asséché par ce régime en faisant n'importe quoi pour ce qui concerne l'environnement.
Sur ce que dit Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, je reprends sa phrase. L'Iran dispose bien des différentes pièces pour faire une bombe nucléaire. Vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Je pense peut-être c'est un constat avant ces attaques-là, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal des endroits, des différentes pièces dont il parle qui ont été détruites. Et donc, pour pouvoir refaire ça, il faut à nouveau une santé physique pour le régime et beaucoup d'argent pour pouvoir refaire ça. Et puis, reconstruire toutes les personnalités qui étaient experts, qui ont été tués jusqu'à maintenant par Israël. Ce que vous nous dites, c'est que pour vous, l'opération menée par Israël depuis 9 jours, qui avait pour objectif principal affiché de mettre à bas le programme nucléaire iranien, a été efficace. Non seulement nucléaire, mais également pour ce qui est missiles et puis pour les radars et l'ensemble des engins. Oui, et pourquoi je le dis? Parce que chaque fois, Israël envoyait à la population la liste des endroits qui allaient attaquer. Donc, je veux dire, si Monsieur le ministre a besoin, il n'a qu'à regarder pour voir l'étendue des frappes. Michel Polaco, vous pensez qu'il pourrait y avoir une tentation américaine de tester cette bombe? Non, je ne crois pas, parce que vous savez, le plus beau test qui a eu lieu, c'est les Russes qui l'ont fait avec la Tsar Bomba qui faisait 50 mégatonnes. Les êtres humains, malheureusement, depuis la dernière guerre, ils en ont testé des bombes nucléaires, pas nucléaires. Et les Américains, bien évidemment, cette arme, elle a été testée. Donc je ne pense pas que ça présente un intérêt immense pour eux. Je dirais que l'intérêt scientifique ou militaire pour eux est beaucoup moins intéressant que l'intérêt politique et militaire. Donc je ne pense pas que ce soit ça le nerf de cette opération du tout. Mais ces avions qu'on fait décoller de cette base pour aller, pour le moment, quelque part dans le Pacifique, ce n'est pas des avions qu'on envoie souvent tout de même. C'est un signal qui est extrêmement fort. Ce sont des avions qui sont faits pour préparer la guerre nucléaire stratégique à l'époque de l'URSS, qui aujourd'hui, évidemment, ont peu de travail, c'est vrai, et tant mieux. D'un autre côté, comme toutes les armes qu'on possède en temps de paix, on les utilise peu, on s'entraîne. Donc, pour l'instant, les 19 avions, peut-être 16, il y en a eu 21 de construits, ils en ont écrasé 2, il en reste environ entre 16 et 19 qui sont en état de vol. Ces avions, effectivement, les Américains envisagent de les utiliser parce qu'ils sont très, très adaptés à l'utilisation de ce genre de bombes. Mais ils ont des tas d'autres appareils qui leur permettent de faire beaucoup de choses. Ils ont encore des B-1B, ils doivent en avoir encore 45, qui sont des bombardiers supersoniques qui ont été conçus pour tirer des missiles à charge nucléaire ou non. Ils ont sur les porte-avions quand même des F-18 et des F-35 qui peuvent soit faire de l'attaque au sol et du bombardement, soit faire du close air support, c'est-à-dire soutenir des troupes au sol, soit faire évidemment de la défense aérienne. Enfin, ils ont quand même une panoplie gigantesque, si vous voulez. Je ne crois pas qu'on soit dans la démonstration. Et je ne crois pas que les Américains aient choisi ce genre d'armement pour des raisons tactiques. Je pense qu'ils les ont choisis pour des raisons politiques, d'affichage. Parce que c'est un bombardier qui est quand même une arme parlante qui a été utilisée. Tout cela avec 3 flottes quand même, 3 task force. C'est parlant, je veux dire, ça peut amener à discuter quand même. Oui, on voit l'image de cet avion et forcément on se dit que ça peut amener à discuter. Alors, un petit mot pour vous dire, le Boeing qu'on voit là, l'avion de Trump, c'est pas Air Force One. Ça devient Air Force One quand il monte dedans, mais c'est son avion privé. Ce n'est pas des avions de l'US Air Force. Alors justement, on attend Donald Trump et peut-être une prise de parole à l'occasion de cette escale dans le New Jersey. On suivra bien évidemment ça dans les heures qui viennent en direct et vous pourrez suivre la prise de parole de Donald Trump.